indiquer tout de suite, il y a un tout petit QR code, il faut un bon zoom sur son téléphone, qui est juste là. Vous pouvez le scanner si vous voulez, par exemple, inscrire des questions en ligne, si vous avez peur de vous oublier une question, par exemple, ou encore nous faciliter la tâche pour recouper les questions. Moi, je les regarderai en live sur mon téléphone. Ça me permet de faire des relances aussi avec nos invités et d'éviter l'accumulation de questions vers la fin. Deuxième chose, vous pourrez aussi noter cette table ronde, faire un commentaire en fin de session. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est l'économie, mais aussi les sciences économiques. Alors, la distinction, on va voir exactement de quoi on parle. Et esprit critique. Nous avons 3 magnifiques invités avec nous en ce début d'après-midi, dimanche. Donc, je vous propose de vous présenter. Alors moi c'est Olivier Simard Casanova, donc je suis économiste et data scientist et vous lisez peut-être de temps en temps ma newsletter qui s'appelle l'économiste sceptique où je fais de la vulgarisation donc de la science éco, du scepticisme scientifique et de l'économie de l'environnement. Super. Oui, donc je m'appelle Emmanuelle Auriol, donc moi je suis professeure à Toulouse, à la Toulouse School of Economics et donc à ce titre-là évidemment je m'intéresse beaucoup à l'esprit critique et à une démarche scientifique en économie. Alors, je m'appelle Louis Fréget, moi je suis doctorant en économie à l'Université de Copenhague, même si je suis bien français. J'ai également un blog, le blog d'un empiriciste, où je parle de politique fondée sur les preuves et des méthodes que les économistes utilisent, notamment pour évaluer les politiques publiques. Voilà, et puis comme Olivier, j'essaye un peu d'être à l'intersection entre la science économique et puis le scepticisme, l'esprit critique. C'est une mouvance qui me plaît beaucoup. Merci pour ces présentations succinctes et efficaces. On sent le côté économiste dans la façon de se présenter. Je propose de bien garder vos micros proches, Ouais. Comme ça les gens derrière la caméra qui nous écouteront dans des dizaines d'années, lorsque vous serez... Dans des siècles, ouais. Lorsque vous, dans les siècles qui viennent, lorsque la Terre aura explosé, pour voir les discussions futiles que nous avons eues. Donc, dans un premier temps, on parle d'esprit critique, on parle de sciences économiques. Je vous entends votre sensibilité épistémologique à vous trois. Alors, en effet, comment on établit des connaissances en économie? Comment est-ce qu'on fait de la bonne épistémologie en économie? Je vais commencer et puis peut-être on complétera tout ça. Alors, on peut commencer par comment effectivement on teste les théories en économie. Il y a beaucoup de méthodes qui sont à notre disposition. Une méthode qui a été beaucoup médiatisée et qui s'est beaucoup développée, on va peut-être dire, ces 30 dernières années, médiatisée notamment grâce à notre prix Nobel Esther Duflo. C'est vrai qu'on m'entend mieux là comme ça. Voilà, c'est vrai qu'on m'entend mieux. C'est le fait de faire des essais contrôlés randomisés, donc où par exemple on va tirer au sort un groupe contrôle, tirer au sort un groupe traitement. Le tirage au sort rend les deux groupes a priori parfaitement similaires, et donc toute différence entre les deux groupes après l'expérience et après la politique ne peut être due qu'à effectivement cette politique. Voilà. Ça a été fait notamment en économie du développement pour tester l'impact du microcrédit, aussi dans les pays développés pour tester l'impact de politiques éducatives. Voilà, on pourra en parler. C'est aussi utilisé en économie de l'environnement pour savoir quel type d'informations permettent d'augmenter le plus le soutien aux politiques environnementales. Et également, lorsqu'on ne peut pas faire d'essais contrôlés randomisés, parce qu'il y a beaucoup de cas où on ne peut pas en faire, il existe aussi des méthodes qu'on dit quasi-expérimentales, statistiques, qui permettent d'essayer d'établir des causalités quand on ne peut pas faire d'expérience. J'ai fait une conférence là-dessus hier matin. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la balle au bon. Oui, donc alors il y a des avantages et des inconvénients à ces techniques qui viennent d'être évoquées. Le RCT coûte très très cher, parce que c'est une forme de preuve, évidemment, parce que c'est de l'humain. Donc si on veut vraiment avoir des résultats robustes dans le long terme, il faudrait suivre des populations très très longtemps et s'assurer qu'elles reçoivent uniquement le traitement. Et plus vous regardez longtemps, plus elles reçoivent des chocs indépendants du traitement, et donc moins vous savez ce que vous êtes en train d'identifier. D'accord ? Donc c'est un vrai problème. Donc pour moi, c'est une forme de critique, parce que ça coûte très très cher. Alors quand on fait de l'économie du développement, un RCT de qualité, c'est 500 000 $. Il faut quand même s'interroger, qu'est-ce qu'on apprend pour ce montant-là, d'accord ? Donc moi, je suis une grosse fan des économistes qui font l'effort d'utiliser ce qu'on appelle des quasi-expériences, donc un choc qu'on n'a pas fait de manière volontaire, mais qui existe, et qui permettent de déduire des choses. Donc je vais prendre un exemple très très concret.
Qu'est-ce qui est difficile en économie? C'est de comprendre donc des causalités parce qu'il se passe plein de choses et que notre système est en croissance permanente. Donc c'est très très compliqué d'avoir des choses causales. Un truc qu'on peut penser quand on raisonne et qu'on n'est pas économiste, c'est par exemple j'ai du chômage, j'ai des émigrés, j'enlève les émigrés, j'en ai 10% d'émigrés, j'ai 10% de chômage, j'enlève le chômage. Ça c'est une idée qu'on peut avoir et on l'a parce qu'on raisonne en se disant l'économie c'est un gâteau à taille fixe. Et donc, si j'ai plus de monde, je vais faire des parts plus petites, hein, et ça crée du chômage. L'économie, c'est compliqué parce qu'en fait, si vous regardez l'évolution de notre système depuis 50 ans, 100 ans, on est en croissance permanente. Donc, ce n'est pas une bonne façon de penser à l'économie qu'un gâteau à taille fixe. Et donc, un monsieur qui a eu le prix Nobel, qui s'appelle David Card, il l'a eu exactement pour utiliser des données réelles et montrer qu'un choc migratoire sur une ville, Miami, en l'occurrence, c'était Castro qui avait laissé partir des gens. Non seulement ça n'a pas créé de chômage, mais ça a créé en fait de la croissance. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous avez un afflux de personnes qui doivent se loger, qui doivent se nourrir, qui doivent trouver du travail. Donc ils ont libéré ceux qui étaient peu qualifiés, le travail féminin qualifié, qui ont créé de l'activité économique. Et donc le résultat de ce choc imprévu, ça a été plus de croissance. Et ça, c'est exploiter des données qui existent naturellement. C'est une quasi-expérience. On n'avait pas prévu que Castro dise « partez si vous n'êtes pas content ». Ça fait un choc qu'on n'avait pas prévu. Et donc, on utilise ça. C'est une quasi-expérience. Voilà. Moi, je vais faire un petit pas de côté, en fait. Et il y a parfois cette idée que l'économie, ce n'est pas une science et qu'en gros, si vous êtes de gauche, il y a certains résultats que vous pouvez accepter. Puis si vous êtes de droite, il y a d'autres résultats que vous pouvez accepter, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de quand vous êtes de gauche. Et alors ça, en fait, je pense que ça se voit dans les deux interventions, c'est que, en fait, c'est pas du tout comme ça que fonctionne la science économique. C'est-à-dire que, en fait, la science économique, on émet des hypothèses qu'on teste ensuite à l'aide de données, alors avec les différentes méthodes qu'on discute ici. Mais donc du coup, en fait, alors après, si vous êtes de gauche ou de droite, vous allez peut-être avoir des préférences en termes de politiques publiques qui seront différentes. Okay, mais sur l'effet des politiques publiques, sur l'effet des phénomènes, que vous soyez de gauche ou de droite, les données sont les mêmes en fait. Les résultats sont les mêmes aussi. Et donc ça, c'est un peu une conception, une fausse conception que j'entends parfois en tant que vulgarisateur sur la science économique, l'idée que voilà, en fait, on ferait un peu son marché selon nos croyances politiques. Non, ça fonctionne pas comme ça. De la même façon que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas selon que vous aimez ou pas un certain professeur barbu à Marseille, voilà, ou le dos rond si vous êtes de tendance austro-hongroise. Ça fonctionne pas comme ça en économie non plus en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a les données ensuite. On peut débattre dans la controverse scientifique pour établir les résultats, mais une controverse scientifique n'est pas un débat idéologique, même si évidemment il peut y avoir des liens entre les deux. Hein. Les économistes sont des humains, et du coup ils ont des croyances politiques, mais je pense que c'est important de faire cette distinction en fait entre ce qui relève de la sphère scientifique et ce qui relève de la sphère politique / idéologique. Et justement, là tu parles d'une des limites, enfin en tout cas d'une interprétation qu'on peut avoir. Et j'imagine que c'est cette crise que beaucoup de sciences ont connue ces dernières années, qui est la crise de la répétition, une capacité à répéter l'expérience scientifique, a aussi atteint la science économique. Et de votre point de vue, qu'est-ce que ça peut nous dire, qu'est-ce que ça peut nous indiquer sur les qualités épistémologiques de la science économique? La question, si l'argument est de dire l'économie n'est pas une science parce qu'il y a une crise de la réplicabilité, parce que parfois on n'arrive pas à reproduire certaines expériences, et ben alors dans ce cas, il y a beaucoup de sciences qui n'en sont pas. C'est effectivement un problème qui se pose dans toutes les sciences. Je crois que les réponses sont les mêmes. Face à la crise de la réplicabilité, il faut répliquer, voir effectivement si les données convergent. Une question qui est annexe, c'est est-ce que la crise de réplicabilité est plus marquée que dans d'autres disciplines, qu'en médecine, en psychologie? C'est très difficile à comparer. J'ai fait un petit billet de blog où j'essaye de comparer la réplication dans 3 projets. Donc, il y a eu un projet qui est sorti il y a quelques années sur la réplication de la microbiologie du cancer, où ils ont essayé de refaire des expériences de microbiologie du cancer, qui était calqué sur un projet où ils reproduisaient des expériences en psychologie. Et
Bon, dans ce biais, j'essaie de comparer les taux de réplication en microbiologie, en psychologie et puis en économie comportementale, où on fait aussi des expériences, au fait, qu'on en reparle aussi, un peu comme en psychologie. Et voilà, dans ce cadre-là, en tout cas, j'ai trouvé que les taux de réplication étaient à peu près du même ordre de grandeur. Voilà. D'ailleurs, voilà, je vous invite à voir ce billet de blog. En fait, il y a des graphiques très parlants où on représente l'effet initial par rapport à l'effet répliqué. Et franchement, si on faisait une expérience dans cette salle, si je vous montrais les 3 graphiques, sans vous dire de quelle discipline est issu les graphiques, je pense que personne ne serait capable de prédire quel graphique est issu de la microbiologie, quel graphique est issu de la psychologie et quel graphique est issu de l'économie. Donc, à moins d'avoir une réponse relativiste générale, voilà, on pourrait dire, bon, ça peut se valoir. En tout cas, il y a des indications qui nous montrent que ça pourrait se valoir en termes de reproductibilité, quoi. Voilà. Et de toute façon, la question de la reproductibilité, je pense qu'on peut dire qu'elle se pose dans toutes les sciences. Et comme dans toutes les sciences, voilà, il faut simplement pas forcément se baser sur une seule étude. Il faut se baser sur un faisceau d'études. Voilà. C'est des méthodes, des principes d'hygiène intellectuelle qui s'appliquent, je crois, dans toutes les disciplines. Emmanuel ? Alors, pour revenir un peu sur les différentes questions qui ont été évoquées, donc déjà, moi, enfin, d'expérience, voilà, parce que ça fait longtemps que je fais ce travail, c'est vrai qu'il y a un biais dans notre métier dont il faut avoir conscience, c'est qu'il faut qu'on publie dans des très bonnes revues pour avoir une carrière. Bon. Et pour publier dans des très bonnes revues, il ne faut pas arriver avec l'eau ça mouille. Parce que ça, l'eau ça mouille, ça ne va pas vous propulser dans les top 5. Du coup, on est à la recherche systématique de résultats bizarres, un peu contre-intuitifs, ou je ne sais pas quoi. Donc on ne publie jamais des résultats négatifs. On a un biais. Donc moi, je fais confiance à un résultat quand il a été établi, c'est ce qu'on vient de dire, de manière répétée, avec différents angles, différents types de données. Ça, c'est un consensus, et quand c'est là, moi, ça m'inspire confiance. Un résultat très intéressant, très bizarre, qui a été établi qu'une seule fois, je m'en méfie. Ce n'est pas que je me méfie forcément de mes collègues, c'est qu'ils ont des biais de carrière. D'accord ? Pour revenir sur la partie idéologique, il y a une idéologie, bien sûr, en économie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens où qu'est-ce que je recherche ? Où est-ce que je mets des données ? Si je pense, par exemple, les hommes ont tendance à penser en économie que les marchés sont efficaces, les femmes beaucoup moins. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez interpréter, par exemple, la discrimination aux États-Unis. Ils n'appellent pas ça la discrimination, ils appellent ça la discrimination statistique. Donc, vous arrêtez les Noirs, ben oui, parce qu'ils sont plus criminels que les Blancs. Donc, statistiquement, vous avez raison d'arrêter les Noirs. Les femmes ne pensent pas ça. Voyez, donc, évidemment qu'il y a de l'idéologie dans toutes les sciences. Sur les méthodes, par contre, j'espère qu'on vous a convaincu que un truc que les économistes font très très bien par rapport aux autres disciplines qui ont des problèmes comme ça pour établir des causalités, donc A implique B, c'est qu'en économie, on a développé tout un arsenal qui est à la fois statistique, expérimental, données, quasi-expérience, données administratives, où vraiment on est bon pour aller chercher des causalités propres. Ça n'empêche pas que qu'est-ce qu'on recherche, c'est marqué par nos croyances, et le biais de la publication qui fait qu'on aime des trucs bizarres. Voilà. Avant qu'Olivier, tu aies un droit de réponse, évidemment, mais j'ai quelques questions du public qui vont dans ce sens. Et du coup, voilà, on parle peut-être de naïveté autour de cette question d'idéologie dans l'économie. Il y a des personnes dans le public qui imposent et qui disent bah non, il y a une question idéologique derrière l'économie. L'économie, c'est déjà une perspective idéologique en soi. Et donc, visiblement, c'est quelque chose d'assez commun, peut-être, de penser ça ou d'imaginer ça. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, en lumière de ce qu'aussi vient de dire Emmanuel ? Je suis d'accord que les croyances idéologiques des chercheurs influencent les questions de recherche qu'ils se posent et dans une certaine mesure aussi l'interprétation des résultats. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Alors, sur les croyances idéologiques des économistes, en fait, il y a des données sur le sujet. Moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Et en particulier, j'ai en tête des données sur le système des universités en Californie, donc, qui est un énorme système universitaire où il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses. Et donc, ils avaient fait un sondage en fait parmi, alors j'ai en tête sociologues et économistes. Donc, ils trouvaient qu'il y avait 97, je crois, % des sociologues qui étaient à gauche, donc 3% des sociologues qui étaient à droite. Et c'était que 60% d'économistes à gauche et 40% d'économistes à droite. Donc, il y a en fait en économie, par rapport en tout cas à la sociologie, il y a une diversité idéologique. Alors, je ne sais pas vraiment quels effets ça a concrètement sur la littérature scientifique, mais en tout cas, il y a une. Alors après, je ne suis pas en train de dire que la sociologie n'est pas une science parce qu'ils sont tous de gauche. Hein. Ne me faites pas dire, ne mettez pas ça sur Twitter après, hein, d'accord ?
Trop tard, Olivier. C'est ça, trop tard. Bon, tant pis. Non, mais voilà, donc il y a une diversité idéologique et je pense que c'est important justement d'avoir une discussion ouverte sur la place de l'idéologie dans le processus scientifique en économie, mais comme dans d'autres disciplines. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'était plus sur le stéréotype qu'on pouvait avoir sur, en gros, je fais un peu mon marché dans mes résultats qui m'intéressent dans ce sens-là. Et sur la reproductibilité, ce qui est intéressant dans la science éco, c'est que maintenant, il y a une conscience qu'il y a un problème de reproductibilité. Enfin, je sais pas, il y a une dizaine d'années, par exemple, on s'est dit, OK, il y a un problème sur la reproductibilité et les efforts sont faits justement pour résoudre du mieux qu'on peut ou du moins mal qu'on peut ce problème-là. Donc, par exemple, avec des pré-registrations, avec le fait de rendre public le code source des modèles statistiques, enfin du code statistique qu'on a utilisé pour traiter les données. Les données, parfois c'est pas possible, mais on essaye quand même, voilà. Ce qui pose ensuite d'autres questions sur l'anonymisation, enfin, etc. Bon, mais c'est qui sont pas spécifiques à l'économie. Donc la tendance, en fait, va, de mon point de vue, en tout cas, va dans le bon sens en économie, comme dans d'autres disciplines, où on a compris qu'il y avait un problème de reproductibilité et on essaye d'améliorer la situation. Oui, tu voulais réagir ? Et après, Emmanuel. Oui. Alors, juste sur effectivement le fait de préenregistrer ces choses-là, il y a la seule chose qui va pas forcément dans le bon sens, mais qui est quelque part nécessaire, c'est qu'il y a de plus en plus de papiers sur ces données immenses administratives. Et ça, effectivement, c'est par exemple, moi, dans ma thèse, j'ai les données, j'ai tous les registres de naissance au Danemark, j'ai tout ce que les médecins ont prescrit, voilà. Bon, c'est très important de faire de la recherche sur ces immenses bases de données, mais c'est sûr qu'on ne peut pas pouvoir les mettre en ligne après pour que ça puisse être reproduit. Ça n'empêche pas de mettre en ligne le code, ce qui est déjà très important, parce qu'il y a beaucoup de papiers qui ne se répliquent pas simplement parce qu'il y a des erreurs de code dedans, mais c'est la seule chose où je pense que ça ne va pas forcément dans le bon sens, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Il y a un moment donné, il y a des questions de préserver la vie des gens. Voilà. Non, et simplement sur l'idéologie, voilà, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Le fait qu'à cause de son idéologie, on va plutôt s'intéresser à certaines questions, et ça, c'est inévitable dans toute science. Moi, je connais des gens qui sont épidémiologistes, qui bossent sur des questions de pesticides, qui sont venus à ces questions parce qu'ils étaient dans les milieux militants où ils se méfiaient de ça. Je suis sûr qu'il y a des climatologues qui sont venus à étudier le climat parce qu'ils étaient parfois dans les mouvements écologistes et que, comme beaucoup de gens, dont moi, ils étaient très inquiets pour leur avenir à la planète. Ce qui est important, c'est que l'idéologie ne détermine pas la réponse à la question qu'on va donner. C'est un peu inévitable qu'une idéologie détermine la question qu'on pose, mais c'est beaucoup moins inévitable que, notamment quand on a des méthodologies propres, on pourrait dire un peu objectives ou un peu indépendantes de la de l'idéologie des chercheurs. Voilà, c'est important que l'idéologie ne façonne pas la réponse qu'on pose. Parfois, en effet, c'est un peu le cas. On a vu les questions de la discrimination. Parfois, ça façonne un petit peu de manière insidieuse les concepts qu'on utilise. Néanmoins, je pense que c'est important de distinguer les deux, et surtout quand on parle d'un certain nombre de faits, quand on parle de l'effet des politiques publiques, quand on parle d'un certain nombre de tendances. Ça, c'est pas une question de si vous êtes ou de gauche ou de droite. Vous allez qualifier ça directement, vous allez vous intéresser de manière différemment selon votre idéologie politique, mais il faut quand même avoir un peu de, je puis dire, de sens des réalités aussi, pas verser dans un espèce de relativisme complet. Oui, donc je ne voulais pas du tout cracher sur ma discipline que je respecte profondément. Les gens que je respecte le plus, c'est des économistes. Moi, ils ont beaucoup d'idéal et ils sont pragmatiques en même temps. C'est des gens. On ne choisit pas l'économie par hasard, évidemment. C'est qu'on voudrait agir sur le monde. Et ce qui est vrai, alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on soit de gauche ou de droite, c'est-à-dire que sur les questions qui nous préoccupent, le réchauffement climatique, les inégalités, je pense à certains de mes collègues qui sont célèbres, au contraire, les marchés sont efficaces. Ces gens-là peuvent dialoguer entre eux parce que les fondamentaux que nous partageons, donc par exemple la modélisation des comportements humains, soit au niveau macroéconomique, soit au niveau individuel, et les méthodes statistiques que nous utilisons, ce sont les mêmes. Là-dessus, on a tous la même formation. Là où on n'est pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est vraiment important de regarder. Et moi, je trouve la grande diversité des convictions politiques des économistes fait que, de fait, on regarde beaucoup de choses. Moi, je suis heureuse que les femmes soient plus nombreuses maintenant dans ma profession parce que les femmes sont beaucoup plus préoccupées par des questions, l'environnement, le développement, le bien-être, la famille, l'éducation, qui ne sont pas des sujets qui intéressent traditionnellement tellement les hommes. C'est plutôt la macro, la finance qui n'intéresse pas les femmes. Donc, d'avoir une diversité dans notre... et moi, je trouve que notre
corpus de profs n'est pas assez divers au niveau européen et au niveau américain non plus, notamment sur les minorités. Il y a très très peu d'économistes issus de minorités, il y a très peu de femmes par rapport à d'autres disciplines. Donc ça, on doit faire un effort. Et cette diversité des opinions et des gens fait qu'ils regarderont avec les mêmes méthodes, mais pas dans la même direction. Peut-être un dernier point, on va passer à la prochaine question. C'est un dernier mot, Louis, après Olivier, on passe à la prochaine. Oui, juste un petit mot, une petite anecdote. Moi, je travaille sur des questions d'économie de l'éducation, notamment autour des politiques. C'est ton côté féminin. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment intéressant parce que du coup, moi, je vois que dans mon labo, qui travaille sur des questions de naissance, qui sont des questions que les économistes ont investies depuis longtemps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les premières années de la vie, qui façonnent les résultats des gens, qui façonnent leur rentabilité. En fait, ça a eu deux effets, le développement de ces questions. D'abord, ça a fait que maintenant, il y a beaucoup plus de femmes, apparemment, économistes dans les conférences d'économie du travail. Apparemment, ça a beaucoup... c'est des chercheuses plus expérimentées qui m'ont dit ça. Ça a beaucoup calmé l'atmosphère, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les séminaires, apparemment, quand il n'y a que des hommes, ça crée des questions beaucoup plus dures. Et apparemment... Agressives. Hein, agressives. Les femmes sont douces, les hommes sont durs. Sur les comportements en séminaire en économie, ça a été documenté. Franchement, je vous crois. Non, mais tout à fait. Mais personne ne dit que c'est génétique ou quoi. Ça peut être tout à fait le résultat d'influence sociale. Mais c'est vrai que la finisation de la profession a apporté dans l'économie beaucoup plus aujourd'hui. On parle beaucoup plus d'éducation et de santé qu'auparavant. Ça a eu, et je finis juste là-dessus, comme intérêt aussi de créer un peu plus d'interdisciplinarité. Moi, je sais que les chercheurs autour de moi qui sont des économistes mais qui bossent sur ces questions d'éducation et de santé, évidemment, ils lisent beaucoup d'études médicales, ils lisent des études en psychologie, ils publient aussi dans des revues médicales. Donc voilà, c'est un autre bénéfice indirect d'avoir des femmes qui sont intéressées plus à des questions de santé, une plus grande ouverture interdisciplinaire aussi des économistes, notamment aux sciences de la santé et à la psychologie. Oui, c'est vrai que l'économie, ça se prête vachement bien à l'interdisciplinarité aussi, en vue des questions qu'on adresse, et on va y venir dans une seconde. Olivier. Donc moi, j'ai dit un truc d'extrême droite tout à l'heure quand j'ai parlé de la sociologie. Du coup, je voudrais dire un truc extra woke pour pouvoir compenser pour Twitter. Puisque sur la question de la diversité des chercheurs et des chercheuses, alors je partage le constat qu'Emmanuel fait, et moi je suis impliqué sur des réseaux de chercheurs LGBT, parce qu'en fait il y avait il y a deux problèmes. Il y avait un problème de difficulté d'accéder aux postes académiques pour des personnes LGBT, parce que si vous êtes une personne LGBT, pour avoir un poste dans une petite ville américaine très conservatrice, ça peut poser des problèmes. Et puis il y avait une autre question qui est un énorme trou dans la littérature, en fait, au point que dans certains cas, il n'y a même pas les données dans les recensements, des choses comme ça. Donc on n'a même pas de données précises et fiables sur combien il y a de personnes en relation homosexuelle, par exemple, ou en tout cas qui vivent avec une personne du même genre qu'elle. Sur les personnes transgenres, c'est absolument catastrophique sur l'état des données. Et donc, en fait, depuis peut-être 5-10 ans, il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces questions et qui enrichissent progressivement le corpus scientifique. Mais s'il n'y avait pas eu à un moment donné... Alors, moi, je suis un peu la 2e ou 3e génération. Il y a des gens plus vieux que moi qui ont été pionniers là-dessus, qui, du coup, ont vraiment fait... Comment dire, pour travailler pour l'inclusion de ces profils-là, en fait, la question de l'étude des personnes LGBT par la science économique serait resté un trou noir, en fait, quelque part. Moi, quand j'ai commencé en économie à Toulouse, il n'y avait aucune femme prof et il n'y avait aucun gay. C'était une discipline où les gens n'étaient pas gays, ils étaient tous blancs, hommes, hétérosexuels. Voilà. Faut pas déconner, quoi. Donc, le monde change et c'est comme ça qu'on aura une science économique qui est plus ouverte, diverse et qui va chercher dans des directions qui intéressent tout le monde, c'est-à-dire la société dans son ensemble. J'apprécie l'autocritique des économistes ici présents, une vision complète, en tout cas, je pense que vous nous la proposez ici, sur comment vous récoltez les données. Et maintenant, on va passer des données aux modèles, aux théories qui sont formulées par les économistes. Comment est-ce qu'on peut espérer proposer des modèles qui fonctionnent et qui sont représentatifs d'une société en vue de toutes les difficultés que vous venez de nous présenter? Alors la modélisation, pour moi, il n'y a pas de science sans modélisation. Sinon, on décrit des choses. Bon, c'est pas en soi très intéressant. Et donc, effectivement, moi, un économiste que j'admire beaucoup, qui n'était pas vraiment un économiste, d'ailleurs, à la base, c'est un philosophe, un moraliste, c'est Adam Smith, qui va observer la révolution industrielle et qui va se poser la question, c'est bien une question moraliste, comment c'est possible que des gens aussi abjects, il observe les chefs d'entreprise dégueulasses qui pensent qu'à s'enrichir,
Comment c'est possible que ce corpus d'individus crée de la richesse et du bien-être? Et là, donc il va théoriser en les observant que s'ils payent mieux leurs ouvriers, parce que c'est comme aujourd'hui, il y a des tensions sur le marché du travail, donc s'ils payent mieux leurs ouvriers, ce n'est pas parce qu'ils les aiment, c'est parce que s'ils ne les font pas, ils les perdent. Et donc il va théoriser que ce qui permet, et ça c'est quelque chose qui est très central à l'économie, c'est que nous, on n'est pas naïfs, on ne pense pas que les hommes sont tous pourris ou tous bons, mais on préfère trouver des institutions qui sont robustes aux défauts individuels, c'est-à-dire à l'égoïsme, à l'appât du gain, etc. Donc on cherche des mécanismes qui permettent collectivement de garantir une certaine vertu du système, indépendamment des qualités des gens. Et donc Adam Smith va être le premier à regarder ça et à dire là, c'est la concurrence en fait qui va discipliner ces types abjects. Et donc pour ce moraliste, c'est une révélation. Et c'est vrai que quand la concurrence fonctionne, les résultats de l'allocation des ressources dans le système est bon. Il y a plein de raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas bien. Et c'est là où on a besoin de l'État et de son intervention. Donc la pollution, ça en fait partie, l'éducation, la santé, enfin tout ce qui est important finalement. Là où vous voyez l'État qui agit, c'est parce que si vous laissez faire les marchés, ça se passe mal. Donc on n'est pas des libéraux en fait. Si être libéraux, c'est prôner qu'il faut 60% d'État, alors moi je suis libéral. Intéressant. Louis, tu vas réagir ? Ouais, une petite nuance. On n'est pas des libéraux, je pense que ça dépend. Je pense qu'à nouveau, comment dire, je pense que c'est Scott Cunningham, qui est un économiste empirique, qui racontait ça, qu'effectivement, avant de rentrer dans ses études d'économie, il était libertarien, et que ça l'a beaucoup modéré, d'avoir toutes ces connaissances nuancées sur le monde et sur les limites du marché. Maintenant, je pense que c'est aussi important de refaire cette distinction entre le positif et le normatif. On peut avoir des économistes qui sont d'accord sur un certain nombre de résultats, sur comment fonctionne la société, sur l'effet des politiques publiques, mais qui ne sont pas d'accord sur comment il faudrait que la société soit. Donc il y a des économistes qui sont vraiment des gens libéraux. Moi, autour de moi, j'ai des gens avec qui j'ai aucun désaccord scientifique et qui ont des opinions politiques qui ne sont pas forcément les miennes non plus. Donc je pense que c'est aussi important de dire, voilà, on a... Il y a une grande vertu descriptive de l'économie, savoir quels sont les effets quand on a telles institutions, quels sont les effets de telles politiques. Mais ce qu'on en déduit normativement, c'est quelque chose de différent. Je prends l'exemple, par exemple, on parlait de David Card. Par exemple, David Card a montré que le fait de monter le salaire minimum, ça ne détruisait pas toujours les emplois, alors que c'est ce que montraient beaucoup de modèles théoriques et quelques études empiriques, mais biaisées d'avant. Bon, d'accord. Une fois que vous savez ça ne résout pas du tout la question morale de vous savoir si vous êtes pour ou contre le salaire minimum. Même si le salaire minimum détruit des emplois. Vous pourriez dire, non mais moi j'ai quand même envie que des gens en bas de la distribution de revenus soient payés correctement, et on peut essayer de recréer d'autres emplois ailleurs. Et puis moi aussi je connais des gens qui sont des chercheurs en économie, et qui reconnaissent que monter le salaire minimum, ça ne détruit pas toujours des emplois, loin s'en faut, mais qui sont quand même plutôt contre. Qui disent, non mais moi j'ai plutôt... Bon, c'est des gens dont je partage pas les opinions, mais qui disent, bon bah... Moi, je pense que les gens doivent plus payer parce qu'ils travaillent plus. Donc, par exemple, défiscaliser les heures supplémentaires, ça me va bien. Mais le SMIC, même si ça ne détruit pas d'emploi, ça ne me va pas. Donc, je pense que c'est important quand même de marquer la différence entre la visée descriptive, les faits, et ensuite, qu'est-ce qu'on en déduit sur est-ce que c'est bien ou c'est mal. Et ça peut beaucoup varier quand même entre les économistes, du fait de la diversité dont parlait Olivier, notamment. Mais ce n'était pas la question. Hein. Non, mais je trouve ça intéressant. Je rebondissais là-dessus parce que tu disais on n'est pas vraiment des libéraux, ça dépend. Non, enfin, je ne connais pas d'économistes, enfin, il y en a quelques-uns, mais les économistes mainstream, enfin, ils étudient l'État. Enfin, à Toulouse, vous avez un prix Nobel, il l'a eu pour l'étude des entreprises qui étaient trop grosses, qu'il faut contrôler, réguler. Il a fait toute sa carrière sur la régulation. On a tout un labo d'économie publique, environnement, développement, tout ça, c'est l'intervention publique. Donc, quand on dit que... non, mais c'est parce qu'on a cette idée que les économistes sont très libéraux. C'est pas vrai. C'est que quand ça marche tout seul, c'est génial, c'est Adam Smith. Mais s'il y a la partie de l'économie où ça marche tout seul est portion congrue. Et tout ce qui est très important pour le bien-être des gens, ça ne marche pas tout seul. D'accord ? Donc on concentre nos efforts, les économistes, à étudier ces imperfections de marché, comment les corriger. Voilà. Donc c'était cette nuance-là que je voulais apporter. Mais ça aborde la question du niveau d'intervention. Du coup, quel est le niveau optimal d'intervention ? Parce qu'il y a aussi des conséquences qu'on ne peut pas prédire, parce que dans les modèles complexes qu'on étudie en économie.
Et donc, ça pose pas mal la question. Je reviens sur Olivier. Du coup, tu disais tout à l'heure, il y a quand même des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. En gros, on arrive à l'étudier, on arrive à le déterminer. Mais tu disais, les arbitrages sont pas si évidents que ça, parce qu'il y a quand même une teinte de décision idéologique derrière. Mais au final, est-ce qu'on est sûr d'avoir les résultats qu'on veut? Enfin, ça me pose un peu question. En fait, les économistes, depuis 150 ans, ont développé un corpus théorique mathématique qui est très robuste et qui a une très très forte cohérence interne. Donc les théories économiques sont très cohérentes internes. Et d'ailleurs, elles sont, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, en fait, elles sont utilisées par des gens qui ne sont pas forcément d'accord d'un point de vue politique, idéologique. Alors, ça a un avantage, c'est que du coup, ça maximise quelque part la dimension cumulative de l'accumulation des connaissances scientifiques, puisqu'on parle tous un peu le même langage, et donc du coup, on peut rapidement dire, ok, ça, je suis pas d'accord, cette hypothèse, et donc on peut on peut optimiser l'accumulation des connaissances. Ce qui fait qu'en fait, on arrive aujourd'hui, je crois, relativement bien avec les modèles théoriques et évidemment avec les données qui sont nécessaires pour tester les hypothèses, à identifier en fait les effets des politiques publiques, si on prend l'angle des politiques publiques, et donc à la fois les effets positifs et négatifs, c'est-à-dire que en disant voilà, si je fais option A, j'aurai tels effets, si je fais option B, j'aurai tels autres effets, etc. Et ensuite, voilà, apporter ces éléments-là au débat politique, au débat public, et ensuite, voilà, c'est à la société de trancher sur justement les arbitrages, qui sont des arbitrages en fait de nature idéologique, qu'on ne peut pas forcément trancher scientifiquement s'il s'agit de choisir. Souvent, les politiques publiques font des gagnants et des perdants. Alors, qui va gagner, qui va perdre, selon les points de vue, on ne va pas être d'accord sur la pondération des gagnants et des perdants, et donc là-dessus, voilà, là, ça devient, c'est plus trop un débat scientifique, c'est un débat plutôt idéologique, politique. Mais la science éco, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, son rôle, c'est de dire qui seront les gagnants, qui seront les perdants, et si on peut, de quantifier combien les gagnants vont gagner et combien les perdants vont perdre. Alors, un modèle qui est très important pour nous, c'est un espèce, donc le Picsou, qui évidemment ne correspond pas du tout à notre réalité individuelle. C'est un individu qui est rationnel et qui maximise son bien-être sans se préoccuper, c'est un sociopathe, des interactions sociales. Alors ça, c'est un bon modèle quand vous êtes dans votre supermarché, votre caddie, d'accord ? Parce qu'effectivement, c'est un contexte où ça ne sert à rien de vous préoccuper d'interactions sociales, à part être poli, parce que celle qui va encaisser, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas vous faire un discount, la personne à côté, elle ne va pas vous... Voilà. Donc c'est un contexte où ce modèle est valable. Mais il y a des tas de situations où, bien sûr, ça ne l'est pas. Et alors, les économistes, vraiment, il y a quand même pour moi, c'est une vraie démarche scientifique. Donc, il y a plusieurs prix Nobel. Il y en a un, c'est Halley. L'autre, c'est Kahneman et Tversky. Donc, Halley, c'est un économiste français. Kahneman et Tversky, c'était des économistes américains avec pour Kahneman, en tout cas, un major en psychologie. Et donc, un truc où l'humain ne correspond pas du tout au modèle néoclassique, c'est sur le risque, la prise de risque. Donc, les humains, d'ailleurs, si vous regardez l'histoire des sciences, les concepts de probabilité, d'aléa, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc la façon dont on y pense, c'est un peu magique en fait. Les humains, on a du mal, c'est aussi pour ça qu'il faut des conférences comme ça, on a du mal avec ce qui est incertain. Et donc ces économistes-là, ils ont fait des expériences en laboratoire, et ils ont montré que le modèle néoclassique, ce qu'on appelle d'utilité, d'expected utility, d'utilité espérée, ne correspondait pas au comportement humain. Voilà. Et donc ça a ouvert toute une branche de l'économie qu'on appelle l'économie comportementale. Donc on n'est pas du tout autiste par rapport à ça. Au contraire, on aime beaucoup intégrer les apports des autres sciences sociales. On est ouvert, il y a des débats. Mais en fait, on va utiliser le modèle au bon moment. Donc si vous voulez modéliser des gens dans un marché financier, par exemple, ça ne sert à rien d'introduire... Alors ici, il y a des billets de peur, etc. Mais en général, ou à Carrefour, ça ne sert à rien d'aller introduire ces aspects de comportement. Il y a d'autres contextes où c'est très important, en particulier sur toute la prise de risque. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le modèle comportemental, il vient compléter une vision biaisée de la réalité avec cette idée très utilitariste, quelque part, de l'humain cherche à optimiser. Non, il cherche à optimiser par tout le temps. Simplement, okay. La façon dont il va le faire ne correspond pas. Donc, la prise en compte du risque chez les humains. On va avoir des attitudes, par exemple, de goût du risque, donc prendre des gambles, on va vous acheter des tickets de loterie, c'est absurde parce que
Si vous êtes rationnel, vous perdez de l'argent en moyenne, mais ça change votre vie si vous gagnez. Alors évidemment, il y a une raison derrière. Par contre, pour votre maison, vous allez avoir de la peur du risque. Donc vous voyez, et c'est la même personne. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, si vous prenez un modèle unique, vous vous trompez. Il y a aussi, Kahneman a montré, par exemple, on a l'aversion de la perte. Donc si je vous donne un mug et que je vous le rachète, le prix sera plus élevé que s'il est sur la table et que c'est vous qui l'achetez. C'est le même mug, c'est le même résultat. Donc on a des comportements par rapport à la perte, au gain, par rapport à la prise de risque, qui sont, donc ça a donné lieu au paradoxe d'Allais. Tout ça, c'est pas cohérent avec le modèle néoclassique. Mais ça ne nous gêne pas parce que nous, on essaie de scientifique et donc on va l'internaliser. Et donc il y a une très grosse révolution en économie qui est l'économie comportementale. Justement, continuons dans cette lancée d'économie comportementale. On a un peu l'impression parfois que les économistes cherchent à mathématiser la psychologie. Est-ce que c'est honnête de dire ça ou est-ce que c'est honnête? Alors, dans ma thèse, j'ai essayé d'intégrer les incitations, les effets de socialisation dans l'entreprise. Et en fait, j'ai étendu un modèle néoclassique, avec mon directeur de thèse. Et ça, c'est aussi un point. Donc, du coup, moi, j'ai fait pire, j'ai mathématisé un peu de sociologie, en fait. Voilà. Donc, ça encore, Twitter va adorer. Tu veux te faire lyncher? Oui, tout à fait. On a l'habitude. En fait, ce qui est intéressant sur le modèle néoclassique de base, en fait, c'est que c'est un modèle qui est extrêmement versatile et qui s'étend facilement, en fait. Et donc, on peut intégrer des biais. Alors, parfois, il faut quand même le modifier de façon un peu substantielle, mais on peut intégrer des biais cognitifs avec l'économie comportementale. On peut intégrer des interactions sociales dans les modèles. Et donc, on étend les modèles, en fait. Donc, il y a parfois cette idée que l'individu, égoïste, homo economicus, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, que les économistes modélisent, égoïste, qui ne regarde que son intérêt, etc. En fait, en réalité, dans les modèles, on peut assez facilement relâcher ces hypothèses pour intégrer d'autres considérations, comme la socialisation, comme aussi la psychologie. Et ça, je pense que c'est aussi un point qui est très méconnu, en fait, dans la science éco, c'est sa versatilité, en fait. Et du coup, ça lui permet de dialoguer. Alors, il y a cette critique de dire que les économistes sont un peu impérialistes vis-à-vis des autres sciences sociales, en disant on fait mieux que vous, et puis en fait on réinvente des trucs que les sociologues connaissent depuis des décennies. Bon, je pense qu'il y a une part c'est un peu fondé, cette critique-là, mais il y a quand même cette capacité, en fait, à intégrer les apports d'autres disciplines, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans notre lane, je sais pas comment on traduit ça en français, notre couloir. Notre voie. Voilà, c'est ça, dans notre couloir, et non, on regarde un peu ce qui se passe autour, en fait, et ça, je pense que c'est important. Oui, alors, il faut aussi préciser quand même que les économistes ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à faire des modèles mathématiques des comportements humains. Ça existe aussi en sociologie. Par exemple, je sais qu'en sociologie, ils font pas mal de ce qu'on appelle agent-based modeling, donc qui sont des techniques de modélisation des interactions particulières, que toi, tu as, je crois, un peu utilisé dans ta thèse un petit peu. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément quelque chose que font seulement les économistes. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans l'American Journal of Sociology, qui est vraiment une très grande revue de sociologie américaine, un modèle mathématique de la théorie de Bourdieu, de la reproduction sociale, voilà, qui était inspiré de modèles d'économie, d'ailleurs d'économie de l'éducation. Et d'ailleurs, on voit que les deux communiquent très très bien. C'est-à-dire que l'autre versant aussi de l'impérialisme, c'est qu'en fait, l'économie et la sociologie sont beaucoup plus souvent d'accord qu'on ne le croit. Moi qui bosse sur des questions d'économie de l'éducation, quand je lis la sociologie de l'éducation, je trouve rien qui me secoue, en fait, profondément. Voilà. Et je voulais juste peut-être revenir sur ce point. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont un peu sursauté quand Emmanuel a dit on cherche toujours à optimiser. Mais en fait, je pense qu'effectivement, on peut toujours tout formuler, très souvent, comme un problème d'optimisation, en fait. Si, par exemple, vous vous souciez du bonheur de vos enfants, vous optimisez le bonheur de vos enfants. Si vous cherchez absolument à suivre les normes, c'est quelque chose que vous cherchez à maximiser, en fait. C'est une pure façon de formuler les choses, en fait. Et à titre personnel, moi, je lis un peu de sociologie, je lis un peu de psychologie. Je n'ai jamais vu, même dans des choses de sociologie un peu éloignées de ce que nous faisons les économistes, de théorie sociologique qui ne puisse pas être reformulée comme un problème d'optimisation. Donc c'est simplement un regard qu'on a sur le monde, et ce regard, il faut se méfier du terme optimisateur. Optimisateur, ça ne veut pas dire que je m'en fiche des autres, pas du tout. On peut optimiser par rapport aux autres, on peut optimiser ses comportements prosociaux, voilà. On peut optimiser par rapport à sa place dans une hiérarchie sociale, par exemple, la reconnaissance des autres, etc. Mais on a un objectif et on cherche
de la valeur par rapport à cet objectif-là. Absolument. Je sais qu'en macro, il y a tous ces trucs sur les habits formation. Donc les gens, en fait, plutôt que de maximiser leur consommation, ils essayent de maximiser par rapport à leur groupe de référence, quoi. Donc si mon voisin a une télé, bah, moi aussi, j'ai peut-être avoir plus envie d'avoir une télé, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui sont intégrées jusqu'en macroéconomie, voilà, avec certains succès empiriques. Emmanuel ? Oui, non, les humains étant extrêmement intelligents, ils ont des fonctions objectives. Et il ne faut pas le prendre dans un sens restrictif. Il ne s'agit pas d'un compte en banque. Hein. On est beaucoup plus profond que ça. Et donc, ces fonctions objectives, ils vont chercher effectivement à les optimiser d'une manière ou d'une autre. C'est le propre de l'intelligence humaine. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant notre travail et qu'il est difficile aussi, parce qu'il y a plein d'interactions qui vont déterminer. Mais avec des biais connectifs. On a des tas de biais, en fait. Et ça joue beaucoup, ce qui explique voilà, qu'on peut se tirer dans le pied parce qu'on est xénophobe. Le Brexit, c'est un truc hallucinant. Ouais. C'est vraiment se suicider économiquement. Et on n'a pas vu le début du Brexit encore. Il a commencé il y a 6 mois. Vous allez voir les dégâts. Et un des dégâts les plus importants, c'est en recherche. L'Angleterre, c'était un endroit où on parlait anglais, donc ils attiraient autant que les États-Unis les cerveaux du monde entier. Moi, maintenant, je vois des gens, comme il n'y a plus les IRC, il n'y a plus rien, ils ne vont plus en Angleterre. Et les chercheurs qui ne sont pas britanniques, il y en a beaucoup, en tout cas en économie, parce que comme il y a la City, les salaires sont beaucoup plus élevés en finance, donc les salaires des chercheurs ne sont pas assez attractifs pour les Anglais. Donc ils vivaient grâce à des chercheurs du monde entier. Ils sont en train de les perdre. Et ça, le coût de perdre son élite... et son ouverture sur le monde. Donc on voit bien que des biais, c'est pour ça qu'il faut ces conférences, qu'on peut se tirer dans le pied, mais vraiment, enfin c'est plus dans le pied, là, c'est dans la tête. Ça, ils sont fous les Anglais. Mais vraiment, et moi je suis heureuse à la limite. Mais non, mais c'est grave parce que pour les Britanniques. Et donc, au moins pour les Européens, ils verront ce que ça fait de sortir de l'Europe. On va le voir dans les années qui arrivent. Là. C'est très coûteux. Et donc, mais ça, c'est des biais. Je pense qu'il faut que je contrôle mes frontières. Il les contrôlait déjà. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, je vote pour ce truc. On voit bien l'intégration des biais, mais je t'en prie, Olivier. C'est intéressant de mettre le sujet du Brexit sur la table parce que c'est quelque chose que je couvre un petit peu sur l'économiste sceptique. Alors, j'essaie de regarder, voilà, quand il y a des points de données sur l'état de l'économie britannique, d'en parler, voilà, juste de dire il y a ce truc-là qui se casse la gueule, ce truc-là qui était bien avant dans l'économie britannique et qui aujourd'hui est dégradé. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant de parler du Brexit ? Parce que le Brexit, en fait, c'est un cas d'école, quelque part, de l'effet de la manipulation, puisque du coup, il y avait l'extrême droite britannique qui a désinformé, mais alors à un niveau incroyable, la population britannique au moment du vote du Brexit, parce que donc il y a eu un référendum, et en fait la population britannique s'est fait avoir quelque part par ces fadaises. Alors elle a bien voulu se faire avoir. Écoute, il y a aussi une partie de. Non mais. Il y a aussi une partie. Voilà. Qui ont voté contre. Non, bien sûr, mais enfin quand même, il y en a plus de 50% qui ont voté pour. En tout cas, du point de vue du sceptique, c'est qu'il y a eu il y a beaucoup de désinformation à ce sujet-là. Et peut-être, alors c'est un gros sujet chez les sceptiques, mais peut-être que s'il y avait eu un peu plus d'éducation à l'esprit critique au Royaume-Uni au moment du référendum, eh ben, certaines de ces fadaises, certaines de cette désinformation qui était malveillante, on n'était pas sur des erreurs, des approximations, non, c'était vraiment de la malveillance, de la désinformation volontaire. Peut-être que le résultat du référendum n'aurait pas été celui-ci, avec effectivement les conséquences catastrophiques que ça va avoir pour l'économie britannique. Et non seulement elles sont catastrophiques aujourd'hui, alors que ça n'a pas vraiment commencé, mais là, il y en a pour 10, 20, 30 ans, en fait. Je suis désolé. Non, mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, quelqu'un dans le public réagit en direct en me disant n'est-ce pas la meilleure quasi-expérience qu'on puisse avoir quelque part ? En tant qu'économiste un peu cynique. Alors, pas mal ceux qui écoutent, là, bravo. Bon, quasi-expérience, c'est quand même très endogène. C'est-à-dire que ça a été porté. Mais en tout cas, ça va nous servir collectivement. Parce que moi, je n'ai pas trouvé les gens. J'avais écouté, par exemple, Christine Lagarde à l'époque où elle était au FMI, donc aux Journées d'Aix, et on lui avait demandé qu'est-ce qu'a apporté l'Europe aux Européens. J'avais trouvé très décevant ce qu'elle avait amené. Là, je pense que par contraposé, on va voir ce que ça apporte de ne pas y être. Parce qu'on ne voit pas tous les bienfaits que l'Europe nous amène. La stabilité,
le fait qu'on ait un îlot de protection dans un monde qui est le Far West, particulièrement maintenant avec ces autocraties qui gagnent du terrain. Le fait qu'on a, par exemple, sur les problèmes d'immigration, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, c'est un sujet, c'est pour ça que j'évoque le Brexit, parce que le manque de rationalité, il s'applique aussi à la France. Moi, je discute avec certains élus, on manque d'infirmières, on manque de médecins, on va mourir aux urgences. Je dis, mais quand même, votre responsabilité d'élu, c'est de faire voter une loi où on peut faire venir des gens qui auraient envie de venir nous soigner. A dit, ben non, donc c'est le Brexit, là, c'est-à-dire on va crever, parce qu'on n'est pas capable d'affronter une certaine réalité politique et économique. Il faut en parler, il y a des faits, on peut en discuter, mais ça, c'est pareil. Donc l'irrationalité, elle est aussi chez nous. Hein. C'était pas complètement neutre ce que Bien je sûr, disais. chez nous tous, on est tous capables de cette irrationalité. On est capable de se tirer dans le pied aussi, les amis. Et y compris toute ma famille britannique aujourd'hui qui est pro-Brexit, je l'avoue, en public. Non. Non, mais j'ai du mal à les réconcilier, et qui me disent, s'il n'y a pas de tomates dans les supermarchés, c'est à cause de l'Europe. Ah bah bien sûr. Ah non, c'est pas du tout à cause du fait que vous avez interdit les migrants pour ramasser les tomates. Non, pas du tout. Ok, donc on va passer un peu aux questions du public. J'en ai quelques-unes là qui sont déjà ici. Il y en a une qui a été votée un petit peu. Je propose de voter aussi pour être sûr qu'on a une espèce de démocratisation des questions, qu'on soit pas trop hasardeux dans les questionnements. Je vais en prendre une et puis après j'irai dans le public pour prendre une deuxième. Une première, c'est la première dans la liste. C'est une question sur l'orthodoxie en économie. Vous disiez que les modèles, quelque part, les théories, tout le monde s'accorde un petit peu. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'orthodoxie ou pas en économie? Est-ce qu'il y a vraiment des écoles différentes? Alors, c'est une très bonne question. Il y a effectivement, on peut dire, une forme d'orthodoxie. En tout cas, il y a une communauté d'économistes mainstream. Vous en entendez certains dans les médias français qui sont très à gauche, mais qui ont exactement les mêmes modèles, les mêmes méthodes que les économistes qui vont être catalogués beaucoup plus à droite. Et puis, il y a une autre catégorie, mais qui sont, de mon point de vue, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qui revendiquent une autre approche de l'économie, mais qui n'ont pas, en tout cas, la formation d'économistes internationaux que nous, on envisage. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se trompent sur ce que c'est l'économie. Ils pensent qu'il suffit de lire le journal et d'avoir des idées comme ça. C'est pas ça l'économie, c'est très technique, c'est des connaissances, donc en microéconomie, en macroéconomie, ces modèles dont on a parlé, et puis des outils statistiques qu'on a évoqués aussi pour explorer les causalités qui nous intéressent. Si vous n'avez pas cette formation-là, vous n'êtes pas un économiste. Et il y a des gens qui s'auto-déclarent économistes, parce que ça les intéresse, les questions d'économie, ce qui est normal. Et donc, ceux-là, ils vont être hétérodoxes, mais on a des vrais débats, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui sont plus à droite et des gens qui sont plus à gauche. Mais ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est ceux qui ont la même formation. Voilà. Donc, que vous appelleriez orthodoxe. Un autre exemple de philosophie des sciences, c'est Olivier qui avait partagé cet article du philosophe David Colander, c'est qu'en fait, c'est très difficile de définir au tenté ce que va être l'orthodoxie, parce que ce qu'on appelle l'orthodoxie, c'est aussi quelque chose de très ouvert. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu énormément de changements dans la façon dont on fait de l'économie par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Par exemple, en économie du travail, le modèle qui est utilisé de plus en plus pour penser l'effet du salaire minimum, qui s'appelle le modèle du monozone dynamique, c'est un modèle qui a été proposé à l'origine par une économiste post-keynésienne, donc plutôt qualifiée hétérodoxe dans les années 30. Et aujourd'hui, c'est passé dans le mainstream parce qu'il semble que les données confirment certaines prédictions de ce modèle. Il y a 20-30 ans, on faisait pas d'essais contrôlés. Il y a 40 ans, on faisait pas beaucoup d'essais contrôlés randomisés en économie du développement. C'est parce qu'il y a eu un débat interne à la discipline. On parlait de la révolution en économie comportementale. Bon, à l'origine, ces gens-là étaient plutôt des hétérodoxes. Olivier aura peut-être d'autres exemples de choses qui étaient hétérodoxes et qui sont passées en effet dans le mainstream. Mais je pense qu'il y a aussi cette difficulté-là quand on parle d'économie orthodoxe. Alors, il y a une dimension sociologique qui est importante, de dire que, de toute façon, toutes les sciences, c'est des gens qui se reconnaissent entre eux, leurs pairs. Donc, il y a effectivement l'importance d'avoir un socle de formation en commun. Mais il y a aussi cette question qu'en fait, on ne sait pas ce que sera l'orthodoxie économique de demain. Et donc, c'est très difficile d'en parler, en fait, parce que c'est une discipline beaucoup plus ouverte qu'on ne le pense et qui a beaucoup plus muté, en fait. Moi, par orthodoxie, j'entendais cette formation commune et après, c'est vrai que ça bouge dans tous les sens. On va intégrer quand c'est pas vrai, quand on constate que nos théories sont fausses en laboratoire, on les change. Je veux dire, c'est ça une démarche scientifique, d'accord ? Il faut quand même avoir des liens, une théorie, sinon c'est pas de la science. Et puis
Vous allez là, et puis non, les humains, ils ne se comportent pas comme vous avez prédit ou comme vous avez modélisé. Donc votre modèle, il ne va pas, et vous le changez. C'est ça qu'on fait. Mais il y a des gens, ils ont une autre vision du monde, ils disent non, changeons l'économie. Changeons l'économie, elle est comme elle est. C'est une science appliquée, il faut étudier ce qui nous entoure, pas un monde fictif qu'on imaginerait. Ouais, moi c'est un truc, des fois on me dit... qu'est-ce que tu penses d'un système alternatif au capitalisme, par exemple? Alors déjà, c'est une question quand même assez vénère, en fait. C'est-à-dire que c'est un système qui... Et surtout, moi, j'ai pas la réponse à cette question. C'est-à-dire que moi, ma formation, c'est d'étudier l'économie telle qu'elle existe. Alors, je dis pas que je suis content du statu quo. Je dis pas que je trouve bien le système tel qu'il existe. Je dis juste que d'un point de vue épistémologique, comment je fais pour étudier un système qui n'existe pas, en fait? Alors on peut faire on peut faire de la prospective quelque part. C'est pas le terme exact que je cherche, mais c'est cette idée-là. Mais c'est pas exactement la démarche scientifique. C'est un autre exercice qui peut avoir son intérêt. C'est pas le sujet. Donc les économistes sont contraints d'étudier ce qui existe parce que si on veut des données pour trancher, on n'a que le système qui existe aujourd'hui, en fait. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je suis étudiante en licence 3 d'économie-sociologie à l'université Jean Jaurès. Et contrairement à, je ne sais plus qui vous avez cité, qui se serait modéré en ayant fait de l'économie, moi je me suis carrément radicalisée. Voilà, ça c'est fait. Pour commencer par les points positifs, je vous remercie quand même d'avoir précisé que quand on étudie les effets d'une politique publique, c'est pas pour dire si elle est bonne ou mauvaise et pour dire quelle décision politique il faudrait prendre parce que l'économie et les données qu'elle fournit à un instant T sont beaucoup trop souvent instrumentalisées. Donc c'est bien de l'avoir précisé. Par contre, dans cette conférence, j'entends des dingueries, ça me hérisse les poils en fait. Déjà, Louis Frégé, je vais passer vraiment sur votre méconnaissance de la sociologie. Parce que vraiment, j'aimerais tellement qu'il y ait un économiste un peu hyper hétérodoxe, un sociologue sur scène pour vous prouver que vous avez une vision de la sociologie complètement biaisée, comme quoi il n'y aurait pas des résultats fous et tout. Mais on s'en fiche. Mais de quoi précisément? Qu'est-ce que je dis qui serait faux sur la sociologie? Quand vous parliez tout à l'heure de l'économie, de la sociologie de l'éducation, comme quoi ça ne serait pas si intéressant que ça. Mais j'ai jamais dit ça. Ah, ok, mais j'ai dit que c'était cohérent avec ce que je faisais en économie de l'éducation. Ok, d'accord. Au contraire, j'ai dit exactement le contraire pour le coup. D'accord, ça marche. Et du coup, ma question c'est... vous parlez des modèles, des données, etc. Mais quand l'économie veut étudier un objet qui est pourtant fondamentalement social, comme le marché, c'est social, c'est une construction sociale. Le marché capitaliste tel qu'il existe, il n'a pas toujours existé. Le capitalisme, c'est vieux de 2 siècles. Donc qu'est-ce que apporte l'économie que ne peut pas expliquer la sociologie, l'histoire, et ainsi de suite? Parce que par exemple, on a des anthropologues et des historiens qui ont réussi à aussi bien expliquer que les économistes des phénomènes comme les crises, la mondialisation, etc. etc. Alors, ma réponse à ça, c'est je ne comprends pas pourquoi il faudrait faire plus d'une discipline que l'autre, en fait. Moi, je n'ai pas d'hostilité vis-à-vis de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, etc. Pour moi, l'économie, en fait, dans une précédente conférence que j'ai donnée, pour moi, l'économie, c'est comme vous observez le ciel, comme les astrophysiciens, etc., peu importe, les astronomes, voilà. Les astronomes, ils regardent le ciel avec des radiotélescopes, avec des télescopes optiques, avec des ondes gravitationnelles, etc. En fait, on fait la même chose en économie, en sociologie. En fait, on regarde le même objet, qui est la société, avec des lunettes différentes, mais qui se complètent, en fait. Donc, j'ai toujours du mal, en fait, avec ce discours de dire il faudrait faire d'une discipline plutôt qu'une autre. Non, il faut faire toutes les disciplines parce qu'elles se complètent. Et peut-être que les sociologues vont voir des choses que les économistes ne vont pas voir, et réciproquement. Et moi, je suis content qu'il y ait des sociologues, qu'il y ait des anthropologues, qu'il y ait des historiens, etc., qui viennent parfois d'ailleurs dire aux économistes attention, ce que vous dites, c'est peut-être pas tout à fait intéressant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, cette opposition, j'ai vraiment du mal à la comprendre. Et surtout, je pense, elle me semble pas être représentative de la posture de la plupart des économistes, en tout cas de ceux que je connais, en fait. Oui, non, alors j'espère, je suis désolée si on n'a pas été clair, mais on n'est pas du tout sur la défensive, on accepte vraiment, alors là, on utilise des méthodes expérimentales pour vérifier que ce qu'on dit, ça a du sens ou pas. Quand ça n'en a pas, on le change. On se nourrit de la psychologie, on se nourrit de la sociologie, on se nourrit de l'histoire. Moi, j'ai des collègues, ils font de l'économie historique. Alors, c'est très compliqué parce que plus vous remontez dans le temps, moins vous avez de données. Vous l'avez compris, on a besoin de données pour faire des tests causaux de qualité. C'est très compliqué. Donc là, vous avez vraiment besoin de combiner ça avec des descriptions de faits, plus de la théorie, parce que les données sont moins bonnes. Mais sur 200 ans en arrière, on peut faire de très, très bonnes études. Donc,
Mon Dieu, mais oui, et on a donné le prix Nobel à des psychologues. Enfin, nous, s'il y a une discipline, vraiment, sincèrement, je crois, qui est ouverte sur les autres sciences sociales, on a à Toulouse l'IAST, l'Institut for Advanced Studies de Toulouse. Dedans, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des psychologues. Enfin, voilà, Jean-François Bonnefond, qui est un excellent psychologue, qui est très, très célèbre. Vraiment, c'est une critique que je ne trouve pas, pour le coup, on n'est pas sur la défensive. Vraiment, moi, je suis d'accord pour dire ce qu'on fait, c'est bête, et changeons-le. Peut-être on peut finir sur cette phrase, non, je sais pas. Parce que je la trouve non, mais quand on me montre que ça ne marche pas. Oui, exactement. Allez, Louis, si tu veux une dernière phrase, et puis on va devoir laisser la salle à la prochaine conférence. Oui, on est ouvert sur les autres sciences humaines et sociales. Alors, un autre exemple sur les ponts entre anthropologie et économie. Quelqu'un qui est très connu aussi, c'est quelqu'un qui s'appelle Ernst Fehr, qui a fait de l'économie de l'altruisme et qui a bossé avec des anthropologues. Donc, il y a beaucoup de ponts qui sont naturellement. Et également, la science économique est aussi ouverte sur les sciences naturelles. On l'oublie, mais en économie de l'environnement, il y a beaucoup d'économistes qui ont bossé, qui bossent avec des climatologues, par exemple, des scientifiques de l'environnement, qui publient dans des revues interdisciplinaires ou publient aussi des écologues. Et moi, je sais qu'en économie de la santé, il y a beaucoup de... Effectivement, on cite évidemment la littérature médicale quand on touche à des choses qui sont proches de la littérature médicale. Donc, tout ça pour dire, la science économique est ouverte sur les sciences humaines et sociales et aussi sur les sciences naturelles. Merci à vous trois, merci beaucoup. On peut